Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Pour piler l'igname, il faut des bras musclés. Tu rigoles? Un freluquin comme toi. Si, quand moi j'étais jeune, je pilais l'igname avec mes 3 frères au village. C'est ça, 3 gros gaillards qui pilaient, vraiment. Et toi, le maigrichon, tu faisais semblant de les aider. Oh, ça va, ça va. Et puis toi d'abord, depuis quand tu t'es mise à faire ça? C'est la première fois que je te vois avec un pilon. Je pile l'igname pour retrouver mes racines. J'ai décidé de me replonger dans la saine authenticité de la tradition. Sans blague. Mais dis donc, c'est quoi ce machin-là? C'est mon bébé. Tu as déjà vu une femme du monde rural piler sans avoir un bébé au dos? Oh, ma pauvre Juliette, tu deviens complètement cinglée. Au contraire, si j'essaie de retrouver les gestes millénaires de mes sœurs du monde rural, c'est justement pour ne pas devenir cinglée. Tu crois qu'on peut continuer comme ça, toi? Continuer comment? Mais avec cette vie dénaturée, hein? Avec la vache folle importée d'Europe, les frigidaires qui détruisent la couche d'ozone, le désert qui avance, les glaces du pôle Nord qui fondent, les ordinateurs pleins de virus et les singes bleus qui disparaissent. Sans compter les baobabs qui parlent. Je vous ferai observer que moi, je ne parle pas pour ne rien dire. Et ça veut dire quoi, ça? Tu sous-entends que moi, je parle pour ne rien dire? Calme-toi, calme-toi. Ouais, hein? La vache folle, le singe bleu, le désert, le pôle Nord, les virus, la couche d'ozone, vous vous en foutez? Attention, vous allez rater l'igname pilé. Histoire. Je suis un fils de petit livreau. How can a crocodile be fawn? Tu verras un baobab gris. Armand, ramène de l'eau. Voilà. Vas-y, fais vite. Chou, ça va. En attendant le foutou, demandez le programme. Dans cette émission, nous irons au Ghana, où notre reporter Willy devra demander pardon à la fois au génie, aux fétiches et au totem pour complicité de crimes écologiques. Puis, nous rejoindrons le Togo, où la lutte contre la désertification est devenue une urgence. Enfin, nos héros Kofi et Baba Oulou tenteront d'empêcher la disparition tragique et définitive du pauvre singe bleu. Suspense garanti. Et qu'est-ce que tu vas faire comme sauce avec ça? J'ai prévu du ketchup avec du bouillon cube. Mais tu es complètement folle. Et c'est ça que tu appelles la saine authenticité de la tradition? Bon, et alors qu'est-ce que tu proposes? Ah, il y a une sauce délicieuse que ma grand-mère préparait en faisant mijoter de la viande de tortue de mer. Stop! Je t'arrête tout de suite. Criminel, meurtrier, assassin. La tortue de mer est une espèce protégée. Vous n'avez qu'à manger plutôt vos ketchup et vos bouillons cubes. Oh, quelle horreur. Oh, mon Dieu. Protéger l'espèce humaine contre le ketchup et le bouillon cube. Mon Dieu, protégez les tortues contre l'espèce humaine. Mars 1999. Nous sommes sur les côtes du Bénin. Une tortue qui venait pondre sur le rivage a été capturée par des pêcheurs. La population voulait la tuer? En fait, ceux qui l'ont capturée ne voulaient pas la tuer. Ils voulaient en faire un objet. Sinon, on l'aurait tuée depuis 24 heures. Ils ont eu tout le temps pour tuer cette tortue. Seulement qu'ils ont voulu en faire un objet touristique. Il faudra qu'on puisse protéger cette tortue le temps qu'elle se délivre de ses œufs et qu'elle reparte. C'est une tortue qui est suivie par un laboratoire. Elle a la patte gauche trouée. Depuis sa naissance, elle a grandi avec. Ça veut dire qu'à sa naissance, elle a été suivie par quelqu'un. C'est une tortue qui ne vient certainement pas de la région. Parce que les tortues de la région sont marrons. Celle-ci est noire. C'est ça. Et la patte gauche trouée par un homme, ça peut être... Non, ça ne peut pas être par un animal parce que c'est un trou circulaire. Un tout petit trou avec lequel elle a grandi. Il y a des laboratoires dans d'autres pays qui suivent ces tortues, qui les protègent en période de ponte et qui marquent les animaux quand ils naissent. C'est ça. La tortue a été remise à l'eau. Mais peu de temps après, la pauvre bête mourra d'épuisement. Et quelques jours plus tard, une seconde tortue est capturée et tuée par d'autres pêcheurs. Dix Cove,
un port de pêche au sud-ouest du Ghana. Pour les 7 à 8 000 personnes qui habitent cette localité, le poisson est la principale richesse. Mais il y a également une autre ressource, les tortues de mer. Nous avons tout fait pour voir une de ces tortues géantes. Et finalement, nous en avons trouvé une. Mais devinez où? Dans une marmite. C'est quand même pas avec une seule tortue qu'on attrape de temps en temps pour gagner la sauce que l'espèce doit disparaître. Pourtant, les tortues de mer sont sérieusement menacées. On les attrape pour les manger, mais aussi pour faire des remèdes avec leur graisse. On ne doit pas les manger ni les toucher. On ne doit pas leur faire du mal, parce qu'elles ont le pouvoir de nous protéger. Si vous mangez une tortue, c'est dangereux. Au cas où vous tombez malade, quel que soit le remède, vous ne pourrez plus guérir. Nous sommes maintenant avec le grand prêtre de la localité de Niunengo. Nous avons mangé de la chair de tortue et nous devons expier ce péché. Nous allons donc demander pardon. Contrairement à Dix Cove, Niunengo est un endroit où les tortues sont sacrées. Elles font l'objet d'un véritable culte. Nous sommes très stricts à propos des tortues. C'est notre coutume. Celui qui fait du mal à une tortue est même puni. Ça lui donne une maladie de peau. Qu'on soit chrétien ou autre chose, on doit adorer les tortues. Elles sont bienfaisantes. C'est pourquoi on ne doit pas les manger. La protection des tortues, c'est très important pour notre communauté. Si on va en mer ou sur le rivage et qu'une tortue est en train de pondre, on doit la protéger pour que les œufs puissent arriver à éclosion. Parfois, il arrive que les œufs d'une tortue soient déterrés. Des animaux peuvent venir les détruire. On les recouvre de sable pour les protéger. C'est comme ça que les œufs pourront éclore et les petites tortues partiront vers la mer. Les tortues sont exactement comme des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec les tortues. Si tout le monde prenait exemple sur cette communauté, les tortues de mer pourraient enfin trouver sur les côtes des lieux de ponte vraiment sûrs et totalement protégés. Ça prend pas. Ça prend pas. Mais c'est parce que c'est pas assez chaud. Attends, on va remettre ça sur le feu. Oh, mais tu es fou. Laisse ce gaz. La cuisine naturelle et authentique se fait sur un feu de bois. Stop! Je vous signale que l'utilisation abusive du bois pour la cuisine est l'une des principales causes de la désertification. Ah, tu vois. Et de toute façon, c'est marqué gaz naturel. Nous, les vieux, nous avons une importance dans ce village-là. Parce que si la pluie s'arrête pendant 3 semaines à 1 mois, nous, les vieux du village, nous sommes obligés d'aller voir le fétiche du village pour lui demander pardon et lui montrer que nous venons d'installer les cultures. Voilà qu'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, nos enfants vont mourir, nos animaux vont mourir. Il ne va plus rester une seule vie dans le village.
fétiche. Nous te demandons de bonnes pluies. Nous te demandons des terres fertiles. Donne-nous des récoltes abondantes. Ce pays brûlé par le soleil, c'est la région des savanes dans le nord du Togo. Ici, on se croirait au cœur du Sahel, avec ses terres dénudées, ses grands troupeaux et ses acacias. Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? La dégradation du sol ne s'est pas faite en une seule fois. Ça s'est fait progressivement. Parce qu'avant, il y avait des gros arbres. Et ces gros arbres-là servaient de barrière pour les eaux de ruissellement. Et progressivement, quand ces gros arbres ont disparu, ça s'est transformé en petites rigoles, puisque l'eau s'accumulait. Et puis finalement, progressivement, les arbres ont disparu et l'érosion, l'épuisement du sol s'est poursuivi. Vous voyez ce sol-là, il est tellement dégradé qu'il n'y a que des gravillons dessus. Et on se demande même quel rendement ça peut encore donner. Moi, je pense que c'est Dieu qui a amené ce problème. Parce que nous, entre nous les hommes, je ne vois pas qui va se permettre de commettre ce crime-là. On a longtemps cru que la désertification, c'était l'avancée inexorable du désert. Un phénomène naturel que rien ne pouvait arrêter. Or, on sait maintenant que l'homme n'est pas étranger au phénomène. Mauvaise technique agricole, surpâturage, compactage, feu de brousse, déboisement. Ce sont toutes des causes importantes de l'érosion des sols. Le premier pas vers la désertification. Malgré son aspect aride, la région des savanes reçoit plus de 1100 mm de pluie par année. C'est presque autant que dans le sud du pays. Il y a assez de pluie, mais qui sont concentrées en une certaine période. Et compte tenu de la nature et de l'environnement même, ces eaux ruissellent à grande vitesse et emportent avec eux tous les éléments nutritifs du sol. C'est ça qui fait aussi que les sols sont pauvres. Les sols se décapent de saison en saison. Donc, il faut amener le paysan à comprendre que c'est lui-même qui crée ses propres malheurs. Est-ce qu'il sait que lui-même crée son propre tombeau? Il ne le sait pas. Le paysan de la région n'a pas à creuser très longtemps avant d'atteindre le fond de sa fosse, à peine 40 cm. C'est des sols squelettiques. Ailleurs, on a des sols de près de 2 mètres, 2 mètres de profondeur et plus. Le premier horizon a une épaisseur de 0,20 cm, ce qui correspond approximativement au champ d'action des racines du maïs, du mil ou du sorgho. Le second, effectivement, fait approximativement aussi 0,20 cm. Ça fait 40 cm utilisables pour les plants. Et le reste, c'est la roche-mère. La roche-mère, les racines ne peuvent pas se fixer sur la roche-mère. Cette épaisseur de 20 cm du premier horizon, si le paysan utilise une mauvaise technique culturelle, je parie que 5 cm partiront. Donc l'année prochaine, ça ne sera plus 20 cm d'épaisseur, mais ça serait peut-être 15. Et ainsi de suite, on s'approche de la roche-mère. Et quand il y aura apparition de la roche-mère, et le paysan va changer de lieu où il va quitter, où il émigre carrément. Et dans quelques années, si certaines mesures ne sont pas prises, je dis qu'on risque de déclarer, en tout cas,
sais pas, hein. C'est des zones sinistrées. Hein. La terre s'épuise et les paysans aussi. Déjà plusieurs familles ont quitté la région ou même le pays à la recherche de terres meilleures. Le problème de l'agriculture des sols, finalement, le problème qu'on peut voir à vue d'œil, sur laquelle les paysans eux-mêmes ils ont pris tellement conscience, c'est le problème de ravinement. Parce que auparavant, si on prend l'époque de nos anciens parents, on n'avait pas assez de ravines. Peut-être qu'on avait quelques cours d'eau. Mais aujourd'hui, on voit partout dans cette région une naissance de ravinement. Et que ces ravins aujourd'hui ont pris toute la surface de nos champs. Donc, tous nos champs sont menacés. Les conséquences que nous voyons, soit les causes que nous pouvons quand même dire, c'est le manque de couverture végétale. Parce qu'il n'y a pas de végétation. Et ce qui fait que quand il pleut, d'abord les gouttelettes d'eau qui tombent, c'est-à-dire l'effet d'eau qui tombe sur le sol, creuse, commence par ronger la terre. Et que après la pluie, nous commençons par constater sur cette terre qu'il y a quelques traces des eaux de ruissellement que nous appelons des griffes d'érosion. Et au fur et à mesure que le processus continue, enfin ça devient maintenant une rigole. Et après la rigole, si on n'est pas vite intervenu, ça commence par s'élargir et que ça devient maintenant une ravine. Ici, on est au milieu de mon champ, mais on est dans une ravine. Ma terre va jusqu'aux acacias là-bas. Et avant, toute cette partie était cultivée. Avec le ravinement, j'ai perdu la moitié de mon champ. Ce qui reste n'est plus suffisant. Je vais devoir me trouver un terrain ailleurs. Les conséquences de ce ravinement sont très grandes. Pour le moment, je continue d'exploiter ce qui me reste de terre. Mais dans quelques temps, je suis sûr qu'il ne me restera plus une petite parcelle à cultiver. Bientôt, tout le champ aura disparu. Je pense souvent à l'avenir, surtout à l'avenir de mes petits frères les plus jeunes. Moi, je serai déjà vieux à ce moment-là. Je me demande vraiment si demain, il restera encore de la terre pour les enfants. Heureusement, il existe des moyens de stopper la progression des ravines. Depuis 10 ans, dans la région des savanes, une trentaine d'ouvrages comme ceux-ci ont été construits. Nous avons des techniques que nous utilisons pour stabiliser ces ravines. Soit ça peut être un pavement de pierres sèches, soit ça peut être aussi une stabilisation avec des gabions. Il y a aussi la construction des pierres scellées avec du ciment, c'est-à-dire en maçonnerie, que nous utilisons aussi. Donc il y a ces trois types de techniques qui nous permettent quand même de stabiliser le ravinement ici dans notre région. Au moment où nous parlions d'érosion causée par l'eau, une tempête de poussière s'est levée, comme si le vent était venu nous rappeler que lui aussi jouait un rôle important dans l'érosion des sols. Et si nous voyons le temps actuel, vous voyez qu'il y a toute une atmosphère qui est couverte de poussière. Donc peut-être qu'on peut se demander d'où vient cette poussière. C'est parce que ici dans la région, il y a un manque de végétation. Et ce qui n'arrive pas à freiner ce vent, si nous étions vraiment dans une zone boisée, le vent n'aura pas cette force de dégager les particules de terre et les emporter. Face à cette situation, nous conseillons aux paysans
de faire des brise-vents et de planter quelques plants autour des champs qui vont servir de brise-vent, c'est-à-dire qu'ils vont repousser, soit qu'ils vont facilement amortir la vitesse du vent pour que le vent n'agresse pas tellement leurs champs. Ce que bien des paysans de la région ignorent, c'est que certaines de leurs techniques agricoles appauvrissent davantage les sols. À chaque saison, sans le savoir, ils hypothèquent un peu plus l'avenir de leurs enfants. Souvent, les femmes ramassent aussi les tiges du mil pour se servir comme bois de cuisine. Parce que ici, dans la région, actuellement, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'arbres. Et elles sont obligées de prendre les résidus de récolte pour se servir dans les cuisines. Or, ce qui n'est pas bon, en principe pour un paysan, c'est pas bon. Parce que ça ne nous permet pas d'améliorer la structure du sol. Ils oublient qu'ils ignorent que ce sont ces résidus de récolte qui pourrissent et qui donnent de l'humus au sol. Donc, à mon avis, en principe, on ne doit pas les ramasser ni les brûler. On doit les laisser sous le champ. Tu vois, ce qui pourrait peut-être contribuer à l'amélioration de la structure de nos sols. Donc, le bois est l'attente dans le pays. L'attente que moi, l'ami, est vraiment le mal que le fani n'est hein. Que pour pas fani que ben bar qu'avec moi le yam fum. Al malam quoi le ningi. Pourquoi as-tu amené du fumier dans ton champ? Mon champ devient de moins en moins productif. Alors ça m'inquiète. C'est pour ça que j'ai apporté tout ce fumier. Ce paysan se donne bien du mal pour enrichir sa terre. Pourtant, dès les premières pluies, une bonne partie de son fumier sera emportée par les eaux de ruissellement. Le problème, l'orientation des sillons. De nombreux agriculteurs de la région creusent leurs sillons dans le sens de la pente. Or, une telle technique appauvrit les sols, car lorsqu'il pleut, l'eau est canalisée entre les sillons. Elle dévale la pente à grande vitesse en entraînant une partie de la terre arable et les engrais, qu'ils soient chimiques ou naturels. Le ruissellement de l'eau pourrait être freiné si les sillons étaient plutôt creusés de cette façon, c'est-à-dire perpendiculaires à la pente. En plus de conserver le sol, cette technique permet aussi de conserver l'eau. Bloquée par les sillons, l'eau est forcée de s'infiltrer dans le sol, ce qui augmente la quantité d'eau disponible pour les cultures. Le système sera encore plus efficace si on y ajoute des diguettes faites de pierre. Nous croyons à ces petites actions parce que nous avons vu l'exemple des grandes actions, des projets d'aménagement entrepris par des ONG où on y met de gros moyens, mais la population ne s'approprie pas de ces actions-là. Alors nous avons préféré plutôt aller directement voir les paysans, discuter, faire comprendre la nécessité de protéger les sols. Et alors quand les gens prennent conscience, ils s'engagent. Il ne faut pas faire plutôt des actions à la place du paysan. Il faut que lui-même comprenne que l'affaire de son sol, c'est son affaire. Il doit pouvoir gérer son terroir. Si vraiment nous ne faisons rien dans cette région, nous attendons à la famine. Et après la famine, vous voyez que c'est vraiment la misère. Les gens risquent de quitter le pays pour aller dans les autres pays. Je ne sais pas si on peut appeler ça calamité naturelle, puisque c'est l'homme pratiquement qui est la cause. Donc l'homme peut corriger aussi cette carence en utilisant d'autres techniques. La lutte contre l'érosion n'est pas un problème de moyens. Parce que c'est bien que c'est par manque de volonté. Et tant qu'on a une volonté, je pense qu'on peut le faire. Je comprends rien. Ça fume et c'est toujours froid. Comment c'est possible? Ça peut arriver. C'est comme la fille du voisin, une sacrée allumeuse.
Et pourtant, elle est drôlement froide. Dis donc, tu as l'air drôlement bien renseigné. Sale type. Voyou. Cochon. Tu vas voir, sale type. Hein? Cochon. Type. Cochon. Canaille. Sale type. Menteur. Hypocrite. Ça me rappelle l'histoire de l'homme qui débarque dans une ville où tous les hôtels sont complets. Finalement, il trouve un endroit très louche où le réceptionniste lui dit « C'est complet, sauf la chambre 13 ». Mais l'homme n'écoute même pas la suite. Il attrape la clé de la chambre 13 et va se coucher aussitôt. Le lendemain matin, il demande au réceptionniste « Dites, hier soir, je ne vous ai pas laissé finir. Vous vouliez me dire quelque chose sur la chambre 13 ?» Le réceptionniste « Ah oui, j'allais vous dire que dans cette chambre, il y a une Brésilienne morte. » Alors le client étonné « Tiens, je l'ai prise pour une Anglaise vivante. » Holodio, ho, holodio, ho, holodio, ho. Ave ale bodenouye, mille bene avewe. Amegbetowe, ave ale bodenouye, mille bene aveu. Egbeleko, oh hacha hocho. Dame mi a grand. Oh hacha hocho. Dame mi a grand là. Egbe alebo. Toya le bodenouye, mille bene eto. Amegbeto, eto chan le bodenouye. Mille bene eto, mingba no dada no da etogbo plemia oye ohoye. Mingba no dada no da avegba plemia oye odie. Avea le bonenouye, mille bene avewe. Amegbetoye, avea le bonenouye, mille bene avewe. Oh kiti na kiti. Akota benyaye. Oh kiti na kiti. Akota benyaye. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Autrefois, le ciel et la terre formaient un couple exemplaire. Ils s'aimaient d'un amour indéfectible, à tel point qu'ils pensaient la même chose au même instant. C'était des jumeaux? Plus que des jumeaux. Ils étaient donc mariés? Mariés. Ils couchaient dans quelle chambre? C'est ce que ne dit pas le conte. Ils se comprenaient alors facilement. De ce couple joyeux était né, devinez, l'eau, les végétaux, les animaux et l'homme. De cette harmonie, les enfants vivaient et s'épanouissaient. Le ciel et leur père les chérissaient. Mais contrairement à la volonté du ciel de voir ses enfants unis et solidaires, la mère terre avait un penchant pour son Benjamin, l'homme. Elle le trouvait plus doué, plus intelligent, plus beau. Et moi, je dois vous dire que, en plus, l'homme était capricieux, égoïste et irrespectueux envers ses aînés. Ça, c'est pas nous. C'est pas vous, ça? Naturellement, le ciel ne voyait pas d'un bon œil l'allure que prenaient les événements. Soucieux du devenir de ses enfants, plusieurs fois, l'homme fut traduit en conseil de famille. Hélas, peine perdue. Il persistait dans son entêtement à nuire à ses frères. Et un beau matin, piqué par on ne sait quelle mouche, il entra dans la forêt et coupa les arbres. Pour la simple raison qu'en les voyant, ils donnèrent à la nature une architecture laide et effroyable. Sans circonspection pour sa sœur l'eau, il ordonna d'y jeter des ordures. Même attitude belliqueuse envers les animaux. L'homme créa par son comportement une atmosphère conflictuelle entre lui et ses frères, qui déboucha sur une guerre terrible qui fit beaucoup de victimes. Alors, le ciel se fâcha. Peiné par ce spectacle affligeant, il se fâcha et prit la ferme résolution de se séparer de la terre. C'était un divorce. Un divorce. Ainsi, l'homme venait de briser cette harmonie familiale qui jadis faisait le bonheur du ciel et de la terre. Devia masato abagbo, waya waya o. Devia masano abagbo, waya waya lo, mawene. Devia masato abagbo, waya waya lo. Devia masano abagbo, waya waya lo, mawene. Devia masato abagbo, waya waya lo, mawene. Devia masano abagbo.
moins qu'à manger ton nyambile toute seule. Oh, avec toutes ces histoires, hein, je n'ai même plus faim. Et puis, il y a des mouches qui sont tombées dans la sauce. C'est dégoûtant. Bah, écoute, hein, tu n'avais qu'à bomber la pièce comme je te l'avais demandé. Tu sais bien que je suis contre les insecticides. Sauf s'ils sont entièrement naturels et biologiques. Oh, Armand, tu n'as pas vu mon bébé? Bah, il doit être tombé quelque part. Mon bébé. Tiens, le voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle aurait pu tomber dans la marmite. D'ailleurs, ça me rappelle mon voyage dans la province du Bouzoulostan en Ouganda. Les pygmées m'ont bien eu. Ils m'ont obligé à croquer une main de singe en prétextant que c'était le cadeau royal réservé aux invités de marque. Mais en réalité, personne ne mange ça. Parce que c'est exactement comme une main de bébé. Mais par contre, la cervelle de singe au gingembre. Stop! Vous n'êtes que d'abominables carnassiers assassins. Regardez Kofi le taxi. Lui, au moins, il a pitié des singes. Bonsoir, mon fils. Oh, c'est vous, Baba Oulou. J'ai eu une de ces peurs. Vous ne pourriez pas apparaître normalement pour une fois. C'est pas moi. Arriver sur une mobilette sans pot d'échappement, descendre d'un titan. Kofi, excuse-moi, mais l'heure est grave. Tu as entendu ce cri déchirant tout à l'heure? Oui, c'était pas une de vos mauvaises plaisanteries. Je ne plaisante jamais quand un gastro-lazuli est en danger. Quelle est cette histoire encore? Les gastro-lazuli, aussi appelés singes bleus, sont des animaux très rares. Les derniers spécimens vivaient ici, dans cette forêt sacrée. Le cri que tu viens d'entendre, c'est celui du dernier mâle. Mais pourquoi il hurle comme ça? On lui a enlevé sa compagne. Et quand un gastro-lazuli perd sa compagne, il se laisse mourir de désespoir. Dans 2, 3 ou 4 jours, il poussera son dernier cri. Et l'espèce disparaîtra à jamais de la surface de la planète. Boris, toi faire taire, stupide animal, Brishta. Mais s'il crie, c'est qu'il a fait, et nous aussi d'ailleurs. Hé, Anatole. Ah oui, comtesse. Nous très très faim. Pourquoi toi parler comme débile profond? Je comprends très bien français. Je fréquentais Sorbonne où je écris thèse sur structure grammatophone du français dans l'histoire. Pourquoi vous parlez comme ça alors? C'est pour avoir ressemblance parfaite de comtesse en exil. C'est obligation de tromper l'ennemi pour mission secrète. Mais que ça reste entre nous. Compris? Oui, comtesse. Théodore, tu restes là, tu gardes l'animal. Je vais téléphoner. Duce? Ah, Priden, Boris. Jak ty ma kakiskaja? Dobrze bują, da Boże moje. Aha. Dowolski, brasznuja, onzory do mi. Koja? Carul.
Adomski, Boris, ma Paul. Non, mon fils. Tu ne peux pas me vendre cet animal à plume plus cher que pour les bicyclettes. Mais papa, vous ne pouvez pas comparer. Ça ne se mange pas. En plus, ça ne se mange pas. Non, mon fils. Fais un petit effort. En plus de l'effort fourni pour aller les chercher, je vais faire l'effort. Hé papa, mais pourquoi on traîne par ici? Vous ne croyez pas qu'on devait aller à la recherche du singe bleu? Bien. Justement, Kofi. Avec cet animal, retrouver le singe bleu ne serait qu'une simple formalité. En fait, ce volatile s'appelle perruche gégère. Et dès qu'elle sent la présence d'un singe bleu, elle pipe. Plus on se rapproche, plus elle pipe. Et maintenant, tu as compris? C'est pourtant simple, regarde. Ici, tu as une ride. C'est comme une crevasse. Si tu mets de la crème ordinaire, ça arrondit la crevasse. Mais si tu mets de la crème à l'ADN de singe bleu, les petites molécules crochues d'ADN se fixent sur les bords de la crevasse et la referment. Plus de crevasse, plus de rides, et je suis riche. T'as compris? Je reprends. Hé, Kofi, je crois qu'elle sent quelque chose. Hé, oui, cherche ma belle gégère. Cherche le petit singe bleu. Oui, on approche. Continue, mon ami. Mais papa, moi je ne vois rien. Une perruche gégère ne se trompe jamais. Ils sont sûrement dans ce restaurant. Allez, va garer un peu plus loin. Mais non, c'est pas ça. Ici, tu as la crevasse et c'est là qu'on met la crème, pas le singe. Vite! Il a disparu. Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, là-bas? Papa, faites quelque chose. Les manifestations de joie de ce volatile me rendent nerveux. Oh, Kofi, tu es sans cœur. Bon, sois gentil, Gégère. Allez, couchez, Gégère, couchez. Ah, les flics. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On fonce? Non, ne t'inquiète pas. Garde-toi. Je sens qu'on va s'amuser. Les pièces.
La suite. Eh oui, la suite, c'est comme d'habitude. Mais dépêchez-vous, papa, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais je fais ce que je peux. Mais je ne comprends rien. Ça va, papa. Calmez-vous. Il n'y a plus de mouches. Papa, je crois que c'est fini. Bravo, messieurs. Vous avez réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi? Ces deux individus que vous venez d'arrêter font partie d'un gang organisé de trafic d'animaux. Ils allaient justement quitter le pays avec l'un des derniers spécimens de singe bleu. La fierté de notre beau pays. La comtesse d'Orlov, citoyenne d'un pays frère, la Slotienie, elle dit qu'elle est très satisfaite de votre intervention. Elle parlera en votre faveur à vos supérieurs. Elle souhaiterait que vous nous remettiez le singe bleu pour qu'on le ramène dans sa réserve. Vous n'êtes que deux guignols. Comment avez-vous pu tomber dans un piège aussi grossier? Ah ouais. C'est vrai ça. Vous n'êtes que deux guignols. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous fais rire? C'est à vous que je parle. Mais chef, nous? Libérez tout de suite mes deux amis. On reparlera de votre avancement, vous pouvez me croire. Pitié, chef. Alors, magicien, est-ce que notre baobab tient toujours debout? Nous n'avons pas le temps de parler du passé, commissaire. Il faut se dépêcher d'agir. Notre patrimoine national est en danger. Mais j'ai un plan. Et vous allez m'aider. Tout droit toujours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À droite? Ah oui, à droite. Oui, là, à droite. Vas-y, je te suis. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? À droite encore? D'accord, à droite. Et tout droit maintenant. Tout droit. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Ma belle Gégère. Qu'est-ce que tu dis là? De garer? On gare à droite là. Vas-y, gare à droite là. Allez, vite, vite. Ouais, à droite, pas ici. Suis-moi, Kofi. Le retour du singe bleu. Seul le sang lui fera oublier. Non, si toute la ville est placardée de cette affiche, nous ne le retrouverons jamais. J'espère que les policiers auront plus de chance que nous.
Attendez, venez papa. Regardez. Rappelez-vous, la comtesse avait bien dit aux policiers qu'elle était citoyenne slotienne, non? Tu as raison. À l'aéroport. Vite. Arrêtez là. Qu'est-ce qui vous arrive, papa? Madame est parfaitement en règle. Fouillez là et vous verrez qu'elle s'apprête à quitter le pays avec notre patrimoine national. Tu nous prends pour des idiots? On l'aurait laissé partir avec notre patrimoine national? Excusez-moi, monsieur, c'est pas ce que je voulais dire. Mais... Hé, toi là, rends le sac à la dame. Papa, je veux bien ramener le singe bleu jusqu'à sa réserve. Mais s'il vous plaît, débarrassez-moi de ce volatile. Oh bon, tu as raison. Ah, ma perruche Gégère, tu as fait du bon travail. Papa est content de toi. Allez, va. Et que les manes de tes ancêtres à plumes guident ton vol vers une destinée pleine de gastrolazuli. Au fait, papa, vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi les perruches Gégère bippent lorsqu'elles sentent la présence de singe bleu. Oh, Kofi, mais c'est à cause de la chanson. La chanson? Une chanson d'amour entre les perruches Gégère et les gastrolazuli. Une belle histoire d'amour qui aurait pu prendre fin. Mon cœur te dit je t'aime. Bip. Et ne pas voir. Pourtant tu te promènes sans un regard pour moi. J'ai perdu l'appétit. Je dors vraiment très peu. Mes amis sont partis. Je suis bien malheureux. Alors, et ce foutou? Il a plutôt l'air caoutchouteux et caramélisé. Il doit avoir un goût de mouche morte et de bébé en plastique. Alors, il est comment ce foutou? Demande à Bob. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que le foutou est... foutu.